Africaines, Africains, amis européens, asiatiques, américains, vous qui êtes dans les îles des grands océans, soyez les bienvenus. Nous sommes à l'école de la crise, vénézuélo-américaine, parce que c'est une école féconde pour l'Afrique des libertés. Ce qui se passe là-bas nous enseigne ce qui se passe ici. Ce qui se passe ailleurs est une image de ce qui se passe chez nous. Nous regardons avec attention l'évolution de la crise vénézuélo-américaine parce que nous savons que cette crise est un clone des crises impérialistes néocolonialistes qui traversent le monde entier et que connaît et connaîtra encore malheureusement l'Afrique. Regardant le tableau vénézuélien, nous savons que nous lisons dans le tableau africain. Par la pédagogie du détour chère à Claude Lévi-Strauss, nous savons que le meilleur passage pour bien se comprendre soi-même suppose toujours un effort de détour par l'autre, condition d'une introspection analogique, une introspection par comparaison. De telle sorte que nous exhortons les Africaines et les Africains à ne pas seulement s'intéresser aux affaires locales africano-africaines, mais à s'intéresser aux affaires mondiales. Car il y a un lien entre tout et tout, et parfois on apprend mieux de soi en regardant ailleurs. Au sens où le détour permet un meilleur retour. Le décentrement, la distanciation critique sont recommandés dans toutes les sciences sociales, dans toutes les sciences humaines et même dans les sciences quantitatives. La solution véritable d'un problème difficile ne se trouve jamais à l'intérieur du système où le problème se pose. Pour résoudre un problème difficile, il faut bien souvent s'extraire du système dans lequel le problème se pose. Et alors là, on a une perspective plus large qui permet d'englober le problème et de l'inscrire dans une dynamique de solution. Ce matin, je m'inspire d'un élément de presse qui a été publié par le quotidien occidental très connu, Financial Times. Le quotidien occidental Financial Times, sous la voix de Michael Stott, s'adonne à un exercice qui nous permet d'entrer dans les intentions de l'administration Trump et de la stratégie de domination impérialiste américaine au Venezuela et plus amplement dans le monde. Michael Stott, dans un court éditorial délivré hier sur le Financial Times, essaye de nous rendre compte de ce qu'il considère comme étant les 4 scénarios probables de l'après-kidnapping de Nicolás Maduro au Venezuela. Je vous propose de l'écouter d'abord. Par la suite, je vais vous le résumer en langue française. Pour ceux qui pratiquent l'anglais, ça sera intéressant d'avoir entendu l'original de la réflexion de Michael Stott. Je lui donne la parole. So what comes next in Venezuela? I'd say at the moment the Trump administration appears to be laying a bet on Maduro's deputy, the Vice President Delcy Rodriguez. That might seem surprising. After all, she was deputy to Maduro, the man Trump removed, and she's a person who's long been committed to the ideals of the socialist revolution espoused by former leader Hugo Chavez. The reason, I think, is because Trump essentially is looking for a pragmatic solution. He wants delivery, he wants quick results in Venezuela, he wants quick change, and he thinks that Delcy Rodriguez, the vice president, is best placed to deliver it. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. So what could happen now? I think there are 4 possible scenarios. One is that Delcy Rodriguez consolidates herself, delivers some of the things the Americans want, enough for them to leave her in power, and manages to convince her fellow revolutionaries in the government that she's the least worst option for them. The second option, might be the most optimistic of all, is that the Delcy government becomes a transition, the Americans keep the pressure up, and over time, Delcy Rodriguez agrees to free and fair elections, elections in which the Venezuelan opposition
might have a chance to come to power. The third scenario is a much darker one. Delcy Rodriguez falls prey to an internal coup by even harder line factions, somebody in control of the army, the security forces, and set themselves on a path of total collision with the United States. And then the final scenario, I think, is the scenario where you have chaos. You have a power struggle, you have a fight internally, maybe you have some spontaneous protests breaking out, opposition movements trying to seize power, and you have a free-for-all. So which might prevail? Well, Venezuela's at the moment in a very fragile, unstable situation, but I think there's a common interest at the moment. There's a common interest among the Chavistas in keeping the regime preserved for now to fight another day. And there's a common interest with the Americans who want quick results, quick delivery, and think Delcy Rodriguez is the person best placed to deliver it. So that might point in favor of the first scenario being the one that would prevail. But I think you'd have to be a brave person after the extraordinary events of the last few days to make any predictions with certainty about what might happen in Venezuela next. Alors, maintenant, je vous résume, pour ceux qui ne sont pas anglophones, la réflexion de Michael Stott, l'éditorialiste du Financial Times, qui est un journal fortement introduit dans les services spéciaux américains, dans les services de renseignement américains, un journal qui parfois d'ailleurs répercute les informations de l'administration qui gouverne les États-Unis. Michael Stott nous surprend en disant que, contrairement à ce qui semble apparent, la solution choisie par Donald Trump n'est pas de balayer immédiatement la totalité du régime bolivarien du Venezuela. La solution choisie par Trump est de négocier les intérêts américains avec la vice-présidente Chelsea Rodriguez. Ça, c'est une information extrêmement délicate. Et il faudra qu'on y réfléchisse. Je continue d'abord à vous résumer la réflexion de Michael Stott. Donc, Stott commence par nous dire, contrairement aux apparences, Trump a choisi de faire primer les intérêts américains au Venezuela à travers Madame Chelsea Rodriguez, la vice-présidente que Maduro lui-même a choisie et qui d'ailleurs a prêté serment comme présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela sous les auspices de la Cour suprême du Venezuela. Ensuite, Michael Stott dit, face à la situation actuelle, il y a 4 scénarios possibles au Venezuela. Le premier scénario, c'est que Mme Chelsea Rodriguez, désormais présidente par intérim du Venezuela, fasse la volonté des Américains et consolide ainsi son pouvoir en satisfaisant les ambitions économiques américaines sur le pétrole, les terres rares, le gaz, bref, les richesses du Venezuela. Donc, elle devient, de fait, un valet, un vassal des États-Unis, de Donald Trump, fait leurs 4 volontés. Premier scénario. Deuxième scénario, Madame Chelsea Rodriguez, actuellement présidente par intérim, Chelsea Rodriguez accepte de mettre en place un gouvernement de transition. Et ce gouvernement de transition va organiser des élections permettant à l'opposition vénézuélienne, qui est, comme on le sait, à la solde des États-Unis, à la solde du gouvernement américain et de l'impérialisme occidental, d'accéder au pouvoir et ainsi de satisfaire les ambitions américaines sur le pétrole, le gaz, les richesses du Venezuela. Deuxième scénario. Troisième scénario, nous dit Michael Stott, eh bien, Delcy Rodriguez est victime d'un coup d'État de l'aile radicale de la révolution bolivarienne. Cette aile radicale de la révolution bolivarienne, excusez-moi, je place juste correctement une caméra qui a bougé. Cette aile radicale de la révolution bolivarienne
décidant de défendre les fondamentaux radicaux du chavisme, du bolivarisme, entre alors en confrontation militaire directe avec les États-Unis dans le cadre d'une guerre de résistance et de libération totale du pays. Et enfin, dernier scénario, le scénario du chaos total, avec des conflits à l'intérieur de l'organisation au pouvoir, avec le découpage du pays en plusieurs zones tenues par des milices. Bref, un scénario comparable à ce qu'on a vu en Syrie ou ce qu'on a vu en Libye, le chaos et la division, la partition de facto du pays. Voilà les 4 scénarios dont fait état Michael Stott. Et il conclut en disant « L'avenir nous dira lequel l'a emporté, mais Michael Stott, éditorialiste du Financial Times, nous dit que pour sa part, il est plutôt convaincu que les scénarios 1 et 2 sont les plus probables. C'est-à-dire que Mme Rodriguez va soit faire les 4 volontés des États-Unis. Et le problème est résolu pour Trump parce que Trump a une approche très pragmatique du problème. Du moment qu'il a la main sur le pétrole et le gaz vénézuélien, ce n'est pas son problème. Vous pouvez appeler votre régime comme vous voulez. Soit encore Mme Delcy Rodriguez, se sentant incapable de jouer la trahison jusqu'au bout, eh bien cède le pouvoir dans le cadre d'un processus électoral, bien sûr, encadré par les États-Unis pour frauder et installer l'opposition au pouvoir. Elle cède donc le pouvoir à l'opposition vénézuélienne, qui, comme on le sait, est vassale des États-Unis, et celle-ci accomplit les 4 volontés de Trump. Donc, selon Michael Stott, c'est soit le scénario 1, soit le scénario 2. Et les États-Unis se battront pour que ce ne soit pas les scénarios 3 et 4. Parce que les scénarios 3 et 4 ne leur permettraient pas d'exploiter optimalement le Venezuela. Voilà la réflexion d'un éditorialiste extrêmement averti, extrêmement informé. Alors, quelle réflexion faisons-nous sur cette réflexion? Il y a, depuis le début de cette nouvelle crise américano-vénézuélienne, une question qui me turlupine, une question qui me taraude et à laquelle très peu de gens veulent sérieusement s'attaquer. C'est la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du régime du Venezuela pour que le président Maduro soit aussi facilement capturé. Je pense qu'on ne pourra pas comprendre le fond de cette crise américano-vénézuélienne si on ne sait pas exactement quels sont les acteurs de la capture de Nicolás Maduro. On connaît les acteurs externes, les États-Unis de Donald Trump avec ses forces spéciales, ça on sait. Mais on ne connaît pas encore les acteurs internes. Et l'une des choses les plus intrigantes, quand on observe la crise vénézuélienne, c'est le silence de la vice-présidente qui assume désormais l'intérim du pays sur les responsabilités internes dans la capture de Maduro. Elle a choisi une ligne consistant à accuser exclusivement les États-Unis. Cette ligne-là, qui peut paraître une ligne radicale, est aussi possiblement une ligne de trahison. Par le refus de procéder à une clarification interne dans l'appareil d'État du Venezuela, il semble manifestement qu'il y a eu un consensus et un coup d'État interne au Venezuela qui a consisté à livrer précisément Maduro à Trump afin de gouverner le Venezuela en entente avec la bourgeoisie, l'oligarchie financière capitaliste et industrielle américaine. Cela me paraît de plus en plus plausible. Et Michael Stott, bien sûr puisqu'il est au service des intérêts de l'impérialisme américain, ne peut pas pousser son analyse jusqu'à essayer de comprendre pourquoi Trump se met à compter sur Delcy Rodriguez pour mener une politique en faveur des intérêts américains au Venezuela. Stott, dans son analyse, ne nous le dit pas, parce que c'est le véritable secret. C'est le véritable secret immoral de cette histoire. Ce sont les analystes russes, chinois et des analystes panafricanistes comme nous qui avons compris très tôt que l'opération militaire menée par les États-Unis et qui a permis de capturer
le président Nicolas Maduro n'est pas tant une opération militaire américaine qu'un coup d'État militaire vénézuélien contre le président Maduro. En effet, en 2002 déjà, à l'intérieur de cette armée vénézuélienne, l'aile pro-impérialiste, pro-américaine, avait opéré un coup d'État. Et c'est la mobilisation populaire du peuple vénézuélien qui avait contrecarré ce coup d'État. D'ailleurs, lorsqu'en 2002, Chavez est encerclé et arrêté par une partie de l'armée, il était déjà question de le livrer aux États-Unis, comme on a livré en 1989 Manuel Noriega. La mobilisation populaire a heureusement empêché cela. Et la réaction des bases révolutionnaires de l'armée populaire du Venezuela a permis de rétablir Hugo Chavez au pouvoir. Le plan de kidnapping qui a réussi contre Maduro avait déjà été tenté contre Chavez, avec la complicité d'une partie de l'armée. Donc je voudrais, avant qu'on regarde les différents scénarios, je voudrais qu'on approfondisse cette question. Pour que Maduro soit capturé comme il l'a été, et que le pays se mette à fonctionner normalement, et que le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, la vice-présidente, tout le monde soit là, pour demander aux Vénézuéliens de vaquer tranquillement à leurs occupations, tout en continuant à tenir apparemment une rhétorique révolutionnaire, une rhétorique de lutte pour la libération du pays. Il faut qu'il y ait une omerta sur la trahison subie par le camarade président Nicolas Maduro. Du coup, il faut réécrire les événements du 3 janvier 2026. Il ne faut pas simplement parler du kidnapping de Maduro par Trump. Il faut parler du coup d'État de l'aile, bourgeoise, pro-impérialiste, de l'aile réactionnaire de la révolution bolivarienne. Et à ce moment, il faut interroger sérieusement la posture de Mme Delcy Rodriguez. D'un côté, elle proclame la continuité de la lutte révolutionnaire du Venezuela. Elle proclame que le Venezuela ne deviendra jamais plus la colonie d'une quelconque puissance, d'un quelconque empire. Mais de l'autre côté, que nous révèle Michael Stott, en citant d'ailleurs Donald Trump lui-même, Madame Delcy Rodriguez a eu un entretien avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lui-même descendant d'opposants vénézuéliens devenus américains. Et lors de cet entretien, Madame Delcy Rodriguez a dit, et c'est ce que rapporte Donald Trump, « Je vais faire tout ce que vous voulez ». Comment peut-on d'un côté prétendre continuer la résistance bolivarienne contre l'impérialisme américain? Ça, c'est le discours officiel de Mme Delcy Rodriguez. Et au téléphone, quand on parle avec Trump, quand on parle avec Marco Rubio, dire « je ferai les 4 volontés de Washington ». Voilà la trahison. Voilà la trahison. Voilà le problème, tel qu'il se pose très clairement. Donc pour moi, à partir de ce 5 janvier, je regarde avec beaucoup de méfiance l'actuelle présidente par intérim du Venezuela, Mme Delcy Rodriguez. Je cesse de lui faire confiance après les révélations du Financial Times et les révélations de Donald Trump, qui prétend, une fois de plus, c'est Donald Trump qui prétend, qu'elle a parlé avec Marco Rubio, qu'elle a parlé avec son administration et qu'elle a garanti qu'elle allait faire les 4 volontés de Washington. L'argument que j'ai contre Mme Delcy Rodriguez, c'est qu'elle ne semble pas vouloir mener une enquête sérieuse sur les responsabilités internes dans la capture du président Maduro. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas régler les comptes aux traîtres. Si elle ne veut pas régler les comptes aux traîtres, c'est qu'elle est complice des traîtres. Comment peut-on avoir une armée vénézuélienne qui a conservé toute sa hiérarchie militaire intacte depuis le chef d'État, depuis le ministre de la Défense, le chef d'état-major. Toute cette armée est là, tous les chefs principaux de l'armée vénézuélienne sont là. C'est essentiellement la garde personnelle rapprochée de Maduro qui a été décimée lors de l'agression barbare des Américains. Comment peut-on avoir toute la hiérarchie de l'armée du Venezuela qui est là et expliquer que
Caracas, qui est la ville la mieux gardée du Venezuela, n'ait pas été défendue militairement. Toutes les images de l'invasion américaine, de l'attaque américaine, montrent une armée vénézuélienne passive. On n'a aucune scène de combat. On n'a aucun acte de résistance de l'armée vénézuélienne contre les commandos américains. On a des hélicoptères américains qui volent dans le ciel de Caracas sans essuyer les tirs d'armes sol-air. Ce n'est pas possible sans une trahison totale de l'armée. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même dans des pays moins armés que le Venezuela, on ne peut pas prendre un chef d'État aussi facilement. Même Kadhafi, c'est pendant 6 mois. Kadhafi s'est battu pendant 6 mois. Toute l'année 2011. Avant d'être arrêté et tué. Si Kadhafi n'a pas été arrêté et tué le premier jour par les commandos de l'OTAN, si Kadhafi n'a pas été arrêté et tué dès le premier jour par les commandos d'Al-Qaïda et de l'État islamique, c'est parce que l'armée libyenne disposait quand même d'une capacité de résistance qu'elle a utilisée. L'armée libyenne a combattu. Jusqu'à ce que Kadhafi soit capturé à Sirte, ses hommes et lui se sont battus. Comment peut-on comprendre que dans une configuration au moins comparable, l'armée vénézuélienne n'ait pas combattu? Que Caracas a été unilatéralement bombardée? Que Maduro ait été, kidnappé, emporté dans un navire de guerre au large du Venezuela, sans qu'une seule unité de ses troupes, en dehors de sa garde personnelle rapprochée, ne combatte? Comment peut-on le comprendre sans une trahison de plusieurs membres justement du gouvernement vénézuélien, sans une trahison de l'armée? En réalité, nous nous acheminons aujourd'hui 5 janvier 2026 vers la thèse du coup d'État impérialiste, du coup d'État néocolonialiste au Venezuela. Maduro a été renversé en interne par des Vénézuéliens qui l'ont livré à Donald Trump. Je recommence. Maduro a été renversé en interne par ses propres compatriotes qui l'ont livré à Donald Trump. Et l'attitude de Mme Delcy Rodriguez, qui ne veut pas mener une enquête sur les complicités internes ayant conduit à la capture, au kidnapping et à l'enlèvement donc du président, ou à l'enlèvement du président Maduro, cette attitude indique qu'elle est probablement complice du coup d'État qui a renversé son patron. L'attitude de Donald Trump, qui compte sur elle pour que les multinationales américaines viennent voler, piller le pétrole vénézuélien, indique une trahison à un très haut niveau. Le discours apparent qui appelle à la libération de Maduro est un discours qui est vain, puisqu'elle sait très bien que Donald Trump n'a pas l'intention de lâcher Maduro avant de s'être assuré qu'il a entièrement capturé le Venezuela. Donc, Mme Delcy Rodriguez peut exiger la libération de Maduro en sachant très bien que cette exigence sera sans conséquences politiques pour elle, puisque Trump ne va pas laisser Maduro retourner au Venezuela, où le bas peuple vénézuélien risque de l'accueillir comme le Messie, le sauveur, et lui accorder la présidence à vie du pays. Donc le président Maduro a été trahi par les siens. D'ailleurs, comme Kadhafi l'a été par les siens. Mais Kadhafi, par exemple, a pu tenir 6 mois. Et ce qui est surprenant, dans le cas du Venezuela, c'est que Maduro n'a même pas pu tenir un jour. S'il n'a pas pu tenir un jour, c'est que la trahison a eu lieu au plus haut niveau de l'État, à commencer par sa vice-présidente. L'attitude de cette vice-présidente est suspecte. Je tenais à commencer par insister là-dessus. Maintenant, sur les différents scénarios. Scénario 1, Rodriguez fait la volonté des Américains. Mais c'est la confirmation de la trahison. Si Rodriguez brade le Venezuela aux États-Unis, nous aurons la confirmation qu'en effet, elle est complice du coup d'État qui a renversé son supérieur hiérarchique, le président Maduro. N'est-ce pas? Le premier scénario qui est cher à Michael Stott est une confirmation du coup d'État. Le deuxième scénario, Delcy Rodriguez organise une transition
puis des élections qui permettent à l'opposition pro-américaine de prendre le pouvoir. C'est encore la confirmation du coup d'État réactionnaire, du coup d'État impérialiste, du coup d'État néocolonialiste à l'intérieur du Venezuela contre Maduro. En fait, ce sont ceux qui avaient échoué à renverser Hugo Chavez en 1992. Ce sont ceux-là qui, précisément, semblent avoir réussi maintenant à renverser l'héritier d'Hugo Chavez, Nicolas Maduro, en 2026. Vous comprenez? Donc, les deux scénarios qui sont chers aux États-Unis et qui ont été soulignés par l'éditorialiste Michael Stott du Financial Times sont des scénarios qui confirment le coup d'État vénézuélien contre le président Maduro, la trahison interne d'une partie, eh bien, du gouvernement vénézuélien au moins, contre le président Maduro, et notamment la trahison de sa vice-présidente, qui, secrètement, a passé des accords pour exercer le pouvoir au Venezuela avec la bienveillance des États-Unis et avec une rhétorique apparemment révolutionnaire, mais une pratique clairement néocolonialiste, une pratique de vassal, une pratique de trahison des intérêts souverains du Venezuela. Est-ce que vous comprenez? C'est cela que je voulais vous dire ce matin. Par contre, il reste deux autres scénarios évoqués par Michael Stott. Le scénario 3, Delcy Rodriguez pourrait être victime d'un coup d'État révolutionnaire, c'est-à-dire d'une rectification de la révolution. Eh bien, le scénario numéro 3 est le seul qui soit compatible avec les aspirations profondes du peuple vénézuélien à conserver la souveraineté de son territoire. Il faut que les forces saines du peuple vénézuélien, du parti révolutionnaire vénézuélien, les forces saines de l'armée vénézuélienne, eh bien, combattent, luttent pour garder le Venezuela pour les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens. Il faut que les forces saines, eh bien, de la société politique et de l'armée vénézuélienne empêchent Delcy Rodriguez de vendre le Venezuela à Trump. Voilà pourquoi, pour ma part, je prédis des événements tragiques si Mme Delcy Rodriguez continue à évoluer vers une soumission à Trump. Ces événements, ce sera la confrontation radicale entre l'aile néocolonisée, l'aile soumise à l'impérialisme américain, dans le gouvernement bolivarien du Venezuela actuel, et l'aile authentiquement révolutionnaire, l'aile qui aura conservé les valeurs chavistes fondamentales, les valeurs du bolivarisme originel, les valeurs de la libération latino-américaine incarnée par Simón Bolívar. Mes chers amis, j'espère que vous comprenez l'analyse que je vous délivre ce matin. D'autant plus que nous savons de fond en comble ce qui est en cause au Venezuela. Et là, je voudrais vous donner lecture d'un autre article extrêmement brillant et profond qui résume la situation vénézuélienne, la situation de la crise vénézuélo-américaine. C'est un papier qui a été publié sur un site. Un papier qui a été publié sur un site internet dont je voudrais vous donner maintenant lecture. C'est un excellent papier dont j'aimerais vous donner maintenant lecture. Et qui résume vraiment de façon magistrale, la situation au Venezuela. La situation au Venezuela. Ce papier-là nous retrace les grandes lignes du problème. Les grandes lignes du problème. Je vais vous le retrouver et vous en donner une lecture intégrale. Une lecture intégrale. C'est un papier qui a l'avantage vraiment de résumer. Alors, je l'ai publié ici, j'espère que ce formidable papier n'a pas été, comme beaucoup de bons papiers, attaqué
Voilà, très bien. Je l'ai publié et je vais le copier-coller d'ailleurs sous cette émission pour que tout le monde possède cette analyse. Je vais copier-coller ce papier d'abord sous cette émission pour que vous possédiez tous l'analyse de cet excellent visionnaire. Cette analyse. Chers amis, j'espère que vous comprenez l'analyse que je vous délivre ce matin. D'autant plus que l'analyse de cet excellent... Je vous le mets ici. Excusez-moi. Bon, je vais d'abord... Chers amis, j'espère que vous comprenez l'analyse que je vous délivre ce matin. D'autant plus que... Alors, je vais vous coller le papier ici pour que tout le monde... Voilà, je crois que j'ai réussi à le coller. Normalement, vous l'avez. Je le mets une deuxième fois. Excusez-moi, sur Facebook. Le papier ici. Voilà. Tout le monde. Voilà, je crois que j'ai réussi à le coller. Très bien. Maintenant, je m'en vais vous en donner lecture. Parce que il ne faut pas se laisser tromper. Nous connaissons maintenant le fond de toute cette affaire. Et nous ne nous laisserons enfumer par personne. D'accord? Nous ne nous laisserons enfumer par personne. Bon, voici ce que dit cet éditorialiste. Éditorialiste du site, comment il s'appelle? Je vous donne exactement son nom. Ricardo, du site @ric-RTP. Voici ce qu'il dit. Voici ce que dit Ricardo du site RIC-RTP. Il dit « La véritable raison de l'invasion du Venezuela par les États-Unis remonte à un accord conclu par Henry Kissinger avec l'Arabie Saoudite en 1974. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'agit en réalité de la survie du dollar américain lui-même. Ni la drogue, ni le terrorisme, ni la démocratie ne sont réellement les causes de cette affaire. Il s'agit du système du pétrodollar qui a permis aux États-Unis de rester la puissance économique dominante pendant 50 ans. Et le Venezuela vient de menacer d'y mettre fin. Voici ce qui s'est réellement passé. Le Venezuela possède 303 milliards de barils de réserves de pétrole prouvés. Le plus grand du monde. Plus que l'Arabie Saoudite. 20% du pétrole mondial. Mais voici ce qui compte. Le Venezuela vendait activement ce pétrole en yuan chinois et non en dollars. En 2018, le Venezuela a annoncé son intention de se libérer du dollar. Ils ont commencé à accepter les yuan, les euros, les roubles, tout sauf les dollars pour le pétrole. Ils demandaient à rejoindre les BRICS. Ils mettaient en place des canaux de paiement directs avec la Chine, contournant totalement le système SWIFT. Et ils disposaient de suffisamment de pétrole pour financer la dédollarisation pendant des décennies. Pourquoi est-ce important? Car tout le système financier américain repose sur une seule chose, le pétrodollar. En 1974, Henry Kissinger a conclu un accord avec l'Arabie Saoudite. Tout le pétrole vendu dans le monde doit être tarifé en dollars américains. En échange, l'Amérique assure sa protection militaire. Cet accord unique a créé une demande artificielle de dollars à l'échelle mondiale. Tous les pays du monde ont besoin de dollars pour acheter du pétrole. Cela permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent à volonté, tandis que d'autres pays travaillent pour cela. Ils financent l'armée, l'État-providence, les dépenses déficitaires. Le pétrodollar est plus important pour l'hégémonie américaine que les porte-avions. Et il existe un schéma récurrent quant à ce qui arrive aux dirigeants qui le contestent. En l'an 2000, Saddam Hussein annonce que l'Irak vendra son pétrole en euros et non plus en dollars. En 2003, invasion, changement de régime. Le pétrole irakien est immédiatement reconverti en dollars. Saddam Hussein est lynché. Les armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées car elles n'ont jamais existé. 2009, Kadhafi propose une monnaie africaine adossée à l'or, appelée dinar or, pour le commerce du pétrole. Les courriels divulgués d'Hillary Clinton elle-même confirment que c'était la raison principale de l'intervention. Extrait d'un courriel d'Hillary Clinton. Citation. Cet or était destiné à établir une monnaie panafricaine basée sur le dinar d'or libyen. Fin de citation. 2011. L'OTAN bombarde la Libye.
Kadhafi est sodomisé et assassiné. La Libye abrite désormais des marchés d'esclaves à ciel ouvert. Citation. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort, a lancé Clinton en riant devant la caméra. Le dinar d'or mourut avec lui. Et maintenant Maduro, avec 5 fois plus de pétrole que Saddam et Kadhafi réunis. Vente active en yuan. Créer des systèmes de paiement hors du contrôle du dollar. Demande d'adhésion aux BRICS, en partenariat avec la Chine, la Russie et l'Iran. Les 3 pays à la pointe de la dédollarisation mondiale. Ce n'est pas une coïncidence. Contester le pétrodollar, changer de régime. À chaque fois. Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis, l'a littéralement dit à voix haute il y a 2 semaines. Citation. L'industrie pétrolière vénézuélienne a été créée grâce à la sueur, à l'ingéniosité et au labeur des Américains. Son expropriation tyrannique constitue le plus grand vol de richesses et de biens américains jamais enregistrés. Fin de citation. Il ne le cache pas. Ça, c'est ce que dit Stephen Miller, qui considère que le pétrole et toute l'industrie pétrolière du Venezuela ont été créés par les États-Unis et que les États-Unis doivent les arracher, les reprendre. Ils prétendent que le pétrole vénézuélien appartient à l'Amérique parce que les entreprises américaines l'ont exploité il y a 100 ans. Selon cette logique, toute ressource nationalisée dans l'histoire a été un vol. Vous reconnaissez une expression utilisée par des juges français contre le Niger? Quand vous nationalisez en tant qu'État vos ressources nationales, les impérialistes, les néocolonialistes disent que vous les avez volées. Les impérialistes américains prétendent que le fait que le Venezuela ait récupéré ses ressources pétrolières est un vol. Que le pétrole du Venezuela appartenait aux États-Unis. Et que le régime Chavez a osé redonner ce pétrole au peuple vénézuélien. Et que c'est un vol en faveur du peuple vénézuélien. On a volé le pétrole du Venezuela pour le donner au peuple vénézuélien. Selon la théorie impérialiste occidentale. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration? Je continue la lecture. Mais voici le problème plus profond. Le pétrodollar est déjà en train de mourir. La Russie vend son pétrole en roubles et en yuan depuis l'Ukraine. L'Arabie Saoudite discute ouvertement des règlements en yuan. L'Iran commerce avec des devises autres que le dollar depuis des années. La Chine a créé le système CIPS, sa propre alternative au système SWIFT. Et ce système CIPS de la Chine compte 4800 banques dans 185 pays. Les BRICS développent activement des systèmes de paiement qui contournent totalement le dollar. Le projet M-Bridge permet aux banques centrales de régler instantanément les transactions en monnaie locale. L'adhésion du Venezuela aux BRICS, avec ses 303 milliards de barils de pétrole, accélérait ce processus de manière exponentielle. Voilà le véritable enjeu de cette invasion. On ne lutte pas contre le trafic de drogue. Le Venezuela représente moins de 1% de la cocaïne consommée aux États-Unis. Ce n'est pas du terrorisme. Il n'y a absolument aucune preuve que Maduro, organisation terroriste. Ce n'est pas la démocratie. Les États-Unis soutiennent l'Arabie Saoudite qui n'organise aucune élection. Il s'agit de maintenir un accord vieux de 50 ans qui permet à l'Amérique d'imprimer de l'argent pendant que le monde travaille pour elle. Et les conséquences sont terrifiantes. La Russie, la Chine et l'Iran dénoncent déjà cela comme une agression armée. La Chine est le plus gros client pétrolier du Venezuela. Les Chinois perdent dans cette affaire des milliards. Les pays BRICS assistent à l'invasion d'un pays qui commerce en dehors du dollar. Tous les pays qui envisagent la dédollarisation viennent de recevoir le message. Défiez le dollar et nous vous bombarderons. Mais voici le problème. Ce message pourrait accélérer la dédollarisation et non l'arrêter. Car désormais, tous les pays du Sud savent ce qui arrive lorsqu'on menace l'hégémonie du dollar. Et ils se rendent compte que seule la protection est... Ils se rendent compte que la seule protection est d'aller plus vite. Le timing est dingue, lui aussi. 3 janvier 2026, le Venezuela est envahi. Maduro est capturé. 3 janvier 1990, invasion du Panama, capture de Noriega. À 36 ans d'écart, presque jour pour jour, les Américains ont choisi le même jour de l'année.
pour capturer un président sud-américain. La même raison en réalité est derrière toutes ces invasions, c'est le contrôle des ressources stratégiques et des routes commerciales. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Que se passe-t-il ensuite? La conférence de presse de Trump à Mar-a-Lago donne le ton. Les compagnies pétrolières américaines sont déjà sur les rangs. Politico a rapporté qu'elles avaient été approchées au sujet d'un retour au Venezuela. L'opposition sera mise en place au pouvoir. Le pétrole sera de nouveau coté en dollars. Le Venezuela devient un autre Irak, une autre Libye. Mais voici ce que personne ne demande. Que se passe-t-il lorsqu'on ne peut plus dominer le dollar par les bombardements? Lorsqu'on ne peut plus faire dominer le dollar par les bombardements. Quand les BRICS contrôlent 40% du PIB mondial et disent plus de dollars, qu'est-ce qui va se passer? Quand le monde réalisera-t-il que le pétrodollar se maintient grâce à la violence? L'Amérique vient de dévoiler son jeu. La question est de savoir si le reste du monde se laisse faire ou s'il bluffe. Car cette invasion est un aveu que le dollar ne peut plus rivaliser par ses propres mérites. Quand il faut bombarder des pays pour qu'ils continuent à utiliser sa monnaie, c'est que cette monnaie est déjà en train de mourir. Le Venezuela n'est pas le début, c'est la fin désespérée. Qu'en pensez-vous? Fin de citation de l'article brillant de Ricardo du site @ric, _RTP. Est-ce que vous avez compris? Africaines, Africains, cette émission est faite pour vous, elle est faite pour nous. Vous avez compris ce qui se passe là-bas au Venezuela? Mais c'est exactement ce qui se passe au Sahel contre nous. C'est exactement ce qui se passe en République démocratique du Congo contre nous. C'est exactement ce qui se passe dans le golfe de Guinée contre nous. C'est exactement ce qui s'est passé en Libye contre nous. C'est ce qui se passe dans le canal du Mozambique contre nous. C'est ce qu'on veut faire contre l'Afrique du Sud contre nous. Organiser des agressions militaires sous le motif de combattre tantôt le narcotrafic, tantôt le terrorisme, alors même qu'on est à la tête des plus grands pourvoyeurs d'organisations terroristes que la Terre connaisse. Est-ce que vous avez compris? Et donc, en conclusion ce matin, je voulais que tout le monde comprenne que le kidnapping du président Maduro n'est pas simplement un succès unilatéral et extérieur des Américains. Nous devons désormais parler du coup d'État impérialiste au Venezuela, dont l'une des étapes a été le kidnapping du leader de la révolution bolivarienne, Nicolás Maduro. Il y a bel et bien eu un coup d'État, et tous les responsables du gouvernement vénézuélien qui continuent à professer du bout des lèvres actuellement les nobles idées de la révolution bolivarienne ont des comptes à rendre au peuple du Venezuela. À propos des trahisons internes qui ont permis la capture du camarade président Nicolás Maduro. Voilà, nous sommes dans la vérité de cette histoire. Alors, pour finir, faisons une translation vers la situation en Afrique. Dans l'Alliance des États du Sahel, vous voyez le nombre de tentatives de coup d'État que les présidents Goïta, Traoré et Tiani subissent chaque mois. Il est important de bien noter que les tentatives de coup d'État contre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel vont s'accélérer. Pas plus tard que hier et avant-hier était dénoncée une énième tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré à Ouagadougou, une tentative de coup d'État instrumentalisée par l'homme de main du néocolonialisme français, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il va falloir s'attendre à la multiplication de cette tentative de coup d'État. Je vois un autre projet de coup d'État qui est en train de se préparer activement au Niger contre le président Abdourahmane Tiani à travers l'instrumentalisation du prisonnier valet de la France-Afrique, Nicolás Maduro, par une partie de la classe politique nigérienne.
par une diaspora nigérienne soumise au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Et sont en train de vouloir utiliser le dossier Mohamed Bazoum comme un cheval de Troie pour déstabiliser la révolution du CNSP du Niger. Voyez bien les déclarations qui sortent. Voyez bien le ponce-pilatisme d'un certain nombre d'acteurs politiques de la place de Niamey. Et vous savez que tout cela s'accompagne toujours de la mise en place à l'intérieur de l'appareil d'État d'un groupe conspirationniste militaire. Je tire, si besoin est, une fois de plus la sonnette d'alarme, en disant que nous voyons très bien que ce qu'on vient de tenter à Ouagadougou, on va le tenter plusieurs fois à Niamey, on va le tenter plusieurs fois, eh bien, à Bamako. Car c'est le schéma des néocolonialistes français, c'est le schéma des impérialistes occidentaux, c'est toujours de s'en prendre aux dirigeants révolutionnaires du Sud global à partir d'une conspiration ourdie à l'intérieur de leur propre appareil d'État et notamment de l'appareil militaire. Donc, la grande leçon que l'Afrique des libertés doit tirer de ce dossier vénézuélien, c'est qu'il faut renforcer l'appareil sécuritaire d'État, il faut renforcer les armées populaires, il faut renforcer la capacité de mobilisation. Et cela passe aussi par une insistance sur le volet social des révolutions africaines. Il faut, à pas de charge, améliorer, coûte que vaille, les conditions de vie de nos populations, pour que celles-ci ne soient pas manipulables par des politicards locaux, qui sont des vassaux attitrés, qui sont de véritables hiboux au service invétéré d'intérêts étrangers contre leur peuple, dont certains ont exercé le pouvoir au mépris des intérêts de leur peuple, cédant de l'uranium, du pétrole, du gaz aux compagnies étrangères qui ont enrichi l'Occident. Ces gens-là ont gardé une appétence obsessionnelle pour le pouvoir et ne manqueront pas de s'associer à des militaires locaux pour tenter des coups d'État néocolonialistes, des coups d'État réactionnaires et ramener les pays sahéliens qui sont aujourd'hui dans la route vertueuse de la souveraineté africaine dans l'escarcelle de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Le Venezuela est un tableau, c'est une école ouverte pour les Africains dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique australe, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous voyons très bien par quel procédé nos peuples sont maintenus en esclavage en plein XXIe siècle. En étudiant les fameux scénarios que Michael Stott, l'éditorialiste du Financial Times, nous a proposé concernant le Venezuela, on se rend compte que ce sont exactement les mêmes scénarios qui sont appliqués par les néocolonialistes français, les impérialistes européens, les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux sur tout le Sud global où ils peuvent agir. Et ça, c'est une grande opportunité de renforcer non seulement l'enseignement, des masses en matière de défense et de sécurité, c'est une grande opportunité de revisiter l'appareil d'État, l'appareil sécuritaire, de renforcer encore et encore, tous les jours et toujours davantage, la sécurité des dirigeants. J'ai insisté pour ma part sur le danger de l'usage des drones contre l'élite révolutionnaire africaine. Je le dis sans cesse à nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, les présidents Goïta, Tiani, Traoré. Il faut absolument que chacun de vos déplacements soit accompagné, ça vous savez le faire, d'une excellente sécurité terrestre, mais il faut continuer à compléter cela par une excellente sécurité aérienne, parce que l'une des méthodes que l'impérialisme a utilisées ces dernières années pour éliminer les dirigeants du Sud passe bien souvent par l'usage des drones de combat, l'usage des satellites, l'usage du repérage satellite et l'usage du brouillage électronique. Il faut vraiment intégrer
toute la panoplie criminelle de l'impérialisme occidental dans les plans de protection du leadership révolutionnaire au Sahel en particulier et en Afrique en général. Au final, la grande question qui se pose est la suivante. À quoi sert-il de faire de la politique? Il ne sert à rien de faire de la politique si c'est pour brader les richesses de son pays pour des puissances étrangères. Ceux qui veulent faire de la politique, au sens noble du terme, doivent se souvenir qu'on fait de la politique pour servir le bien commun de sa communauté politique. Nicolas Maduro, qu'on croit avoir humilié en le menottant, qu'on croit avoir rabaissé en le trimballant dans un navire de guerre, puis dans un avion, puis dans un tribunal controuvé, artificiel et stupide. Nicolas Maduro est un héros du Sud global. Nous sommes admiratifs du camarade Nicolas Maduro. Vous ne pourrez plus réussir la campagne d'intoxication qui consistait à diaboliser les leaders du Sud global. Profitons-en pour dire honte à l'Organisation des Nations Unies, qui vient de publier une enquête selon laquelle Nicolas Maduro devrait être poursuivi pour crimes contre l'humanité, soi-disant crimes de guerre ou je ne sais quoi. Honte à vous. Vous nous avez eu plusieurs fois dans le passé, en présentant plusieurs dirigeants du Sud global comme étant des diables, et en nous amenant à les détester par le battage médiatique, le tambourinage crânien. Vous nous avez suffisamment trompés comme cela par le passé. Nous sommes désormais formés pour résister à l'intoxication médiatique occidentale. L'Occident n'a pas à nous apprendre qui est le camarade Nicolas Maduro. On le présente comme un dictateur. Nous le présentons comme un résistant et un libérateur. On le présente comme un autocrate. Nous le présentons comme un serviteur du peuple bolivarien du Venezuela. On nous le présente comme un narcotrafiquant. Nous le présentons comme un héros de la révolution mondiale du Sud global. On veut nous présenter le camarade Nicolas Maduro comme un vulgaire repris de justice. Nous présentons le camarade Nicolas Maduro comme un juste persécuté par une oligarchie criminelle, diabolique, injuste. Ensemble, mes chers amis, vous qui écoutez ce programme ce matin, faisons tout pour empêcher que le portrait robot, le portrait négatif, criminel, le portrait salissant que la presse occidentale veut imposer du camarade Nicolas Maduro soit démoli, démenti, déconstruit sur tous les réseaux de communication du monde. Infligeons-leur une véritable leçon de communication politique au service de la liberté des peuples, de la souveraineté des peuples. Ne laissons pas passer sur nos médias, ne laissons pas passer sur nos plateformes des propos infamants contre le camarade Maduro. Ne laissons pas passer la propagande infamante contre le camarade Maduro. De la même façon qu'ils ne veulent pas que nous parlions dans leurs médias en mal de leurs leaders impérialistes, néocolonialistes, criminels de guerre, criminels économiques, fiefés. De la même façon, nous ne leur donnerons pas nos médias pour salir ceux qui défendent la cause de l'égalité des peuples, de la liberté des peuples. Donc, soyons systématiquement déterminés à contrer cette propagande mensongère qui veut présenter la victime comme un coupable et présenter le coupable comme un dieu. Nous avons eu affaire à un coup d'État de la réaction néocoloniale, la réaction pro-impérialiste à l'intérieur du régime du Venezuela, à l'intérieur de l'armée du Venezuela. C'est ce coup d'État qui s'est parachevé par le kidnapping, par l'enlèvement du camarade président Maduro. Il s'agit bel et bien de la lutte des classes à l'intérieur même de l'appareil d'État vénézuélien, à l'intérieur même du peuple du Venezuela.
ceux qui aujourd'hui font semblant de proclamer du bout des lèvres la révolution, sans punir ceux qui ont livré le président Maduro à Trump, sont exactement les ennemis du peuple vénézuélien. Ils sont les serviteurs des intérêts impérialistes américains. Et nous n'allons pas laisser triompher un narratif mensonger sur une affaire que nous avons documentée. Nous savons très bien que c'est pour maintenir l'hégémonie occidentale en général, américaine en particulier, que cette invasion a été organisée, que ce coup d'État a été organisé. Et dans l'histoire de ces 200 dernières années, les États-Unis sont habitués du fait. Ils l'ont tellement fait que tout le monde sait que les motifs qu'ils avancent ne valent rien. Narcotrafic, démocratie, armes de destruction massive, tout cela ne vaut rien. Je vous ai lu un article éclairant qui résume complètement la situation. Donc faites-vous, chers amis, faites-vous chacun porteuse et porteur de la vérité sur la crise au Venezuela. Ne laissons pas triompher le mensonge. Notre responsabilité en tant que citoyens de ce monde est de témoigner en faveur de la solidarité humaine, de la justice, de la vérité, de l'égalité des peuples. C'est notre responsabilité. Elle n'est pas seulement collective, elle est individuelle. Que personne ne laisse passer. La merde impérialiste, la merde de l'ultralibéralisme, de l'ultracapitalisme, sur ces pages, en sachant très bien que c'est elle qui est à l'origine de la misère du monde. Mes chers camarades, mes chers amis, mes chers internautes, je vous remercie. Il est 10h36 en terre de France lorsque je conclus cette émission en nous appelant tous à cette mobilisation des consciences, à cette mobilisation populaire. Je voudrais vraiment saluer toutes celles et ceux qui, à travers le monde, aident le peuple vénézuélien, qui est un peuple ami des peuples africains en lutte, à faire entendre sa voix. Le procès qui s'ouvre à New York aujourd'hui contre le camarade président Nicolas Maduro est nul et de nul effet. Ce procès n'a ni légalité ni légitimité. C'est une parodie, c'est une scène obscène, grossière, préhistorique, archaïque. Jamais, jamais, jamais on appellera justice ce qui consiste à kidnapper le président d'un État étranger et à l'amener devant ses propres tribunaux au motif que ce président a refusé de brader les richesses de son pays à une puissance boulimique, arrogante, criminelle, extrêmement criminelle. Voilà la vérité dans cette affaire. Je vous souhaite un excellent début de semaine, où que vous soyez à travers le monde. Partage la vidéo et puis abonne-toi.